Ce que vous entendez, c'est la voix du triage. Les rails-freins se déchaînent au passage des wagons lourds. Jusqu'au début des années 2000, Ciblin tourne à plein régime, en 3/8, sans interruption. Ces sons vont bercer la vie de milliers d'hommes, jour et nuit. Le triage est comme une immense fourmilière où chacun y a un rôle à jouer, un rôle important. Pour la plupart d'entre nous qui habitions non loin du triage, le bruit des rails-freins continuait de se faire entendre. Il résonnait dans la nuit, une fois que nous étions rentrés et que nous étions couchés. L'histoire que je me propose de vous conter, c'est celle de ces hommes qui ont vécu ici. Le rôle de chaque agent pour chaque poste, les mœurs, les codes, les langages, le fonctionnement, la vie du triage de cibles. Le triage de Ciblin est situé à une dizaine de kilomètres au sud de Lyon, entre les communes de Fézin et Solèze. Il a vu le jour en 1970, au bord du Rhône et de l'autoroute. Il a une longueur totale d'environ 4,5 km. Il a été construit juste en face de la raffinerie de Fézin, appelé ici le couloir de la pétrochimie. Ici à droite, on peut apercevoir le Rhône qui coule tranquillement. Au milieu, le canal pour le transport fluvial. Et dans sa suite, la raffinerie de Fézin. Pour construire le triage, il a été nécessaire d'assécher les marais présents. Ce n'était certes pas un acte écologique, mais réduire l'activité du triage à presque rien, 30 ans après, c'est carrément un crime. Le fait que le triage ait été construit sur des anciens marais est d'une importance capitale pour les agents qui y travaillent. En effet, le brouillard engendré par ces anciens marais cachera à la vue des agents les wagons qui circulent tout seuls. Le plus gros de l'activité a lieu la nuit. C'est là qu'il y a le plus d'agents présents. Voilà les 4 symboles à connaître. Vous venez d'arriver au triage de Ciblin. On vient d'être embauché à la SNCF. La première chose qu'on vous apprend, c'est ces symboles. Ces symboles, là c'est le premier un trait horizontal qui signifie qu'on travaille de matinée. Le rond signifie qu'on travaille de soirée. La croix, qu'on travaille de nuit. Un trait vertical, qu'on travaille à la journée.
c'est les 4-8 à Ciblin. Donc voilà un roulement. Donc ici on a un agent X, un agent Y. Donc on est en 1995, on retrouve les mois, janvier, février. Ici c'est les journées de service. Donc là c'est des semaines, du lundi au dimanche. Et on retrouve bien nos symboles. Donc là ici mettons c'est des matinées, 3 matinées. Ensuite des repos, RP c'est des repos. Ici, donc on peut avoir donc ensuite des soirées, des matinées, on retrouve les nuits avec le X. Donc les semaines vont s'enchaîner au rythme de ces roulements. On peut avoir des cadres de 6 jours de travail avec des repos simples qui peuvent tomber en semaine. Et au milieu de ces roulements, on va avoir des journées, on va dire des journées à dispo, dans lesquelles on peut avoir ou des nuits, des matinées ou des soirées, ou alors des journées. Donc les matinées en général c'est 4h midi, les soirées midi 20h et les nuits 20h 4h. Alors il y a des nuits à 21h 5h et des matinées à 5h 13h. Pour l'enchaînement des agents dans les postes. C'est la première chose qu'on apprend quand on arrive. Alors avant de poursuivre, je vais vous présenter le triage de Ciblin. On va dire que vous venez d'arriver, on est à la place d'un agent qui vient d'arriver. Donc la première des choses, c'est qu'on va vous faire visiter le site avant que vous étudiez en détail chaque poste. Le triage de Ciblin, il est construit du nord au sud. Donc la construction d'un triage, elle est à peu près typique pour tous les triages. Sachant qu'il y a des triages qui sont plus grands que d'autres, mais la construction est à peu près toujours pareille. Pour ce qui est de Ciblin, on a un triage qui est coincé entre d'un côté l'autoroute et de l'autre côté les voies principales. Donc il y a 4 voies principales qui passent le long du triage. Donc on a ici un plan déformé, donc il faut savoir que le triage il fait 4,5 km de long par plus de 200 mètres de large, juste pour le faisceau je parle. Donc ça va être difficile de faire un plan à grande échelle représentant effectivement bien l'ensemble. Donc les 4 voies principales, on a la voie 2 bis, la voie 1 et voie 1 bis. Donc 2 voies qui circulent dans un sens, 2 voies qui circulent dans l'autre sens. Donc ce triage, eh bien, il faut qu'il soit rattaché aux voies principales. Donc on va avoir là 2 voies, donc on a la voie 1 terre qui va nous permettre de sortir du triage en direction du sud. Donc la voie 1 terre, c'est cette voie-là. Elle permet de faire partir les trains en direction du sud. Le triage de Ciblin, il est conçu de telle façon que, en règle générale, il est fait pour que les trains arrivent du sud, ils soient triés et ils repartent en direction du nord. Ça, c'est le sens normal du triage. C'est comme ça qu'il fonctionne. Alors, il peut y avoir dans l'autre sens, mais la grande particularité, c'est comme ça. Donc on a 3 faisceaux. Donc on a le faisceau réception. Au milieu, on va avoir un grand faisceau qui s'appelle le faisceau formation. Et un troisième faisceau qui s'appelle le faisceau attente au départ. Donc on verra tout ça en détail parce qu'il y a beaucoup de voies. Donc ici, au faisceau réception, on a un poste A à l'entrée du triage, côté sud. Un poste S entre le faisceau réception et le faisceau attente au départ. Ensuite, on a le faisceau formation, donc là où les trains sont formés, avec ici, plus bas, l'entretien du matériel marchandise. On fait de la réparation des wagons quand ils sont cassés, ou si c'est de l'entretien courant également. Donc ici, on a le poste U qui est un petit poste, c'est le poste des atteleurs. Le poste F, c'est un poste d'aiguillage. Ensuite, on va avoir le faisceau attente au départ et le poste B qui se trouve à la sortie du triage. Donc on a toujours notre faisceau réception ici, donc les trains qui arrivent là. Ici on a le poste D. Donc le poste D, ça signifie, c'est la DOT. Direction opérationnelle triage. C'est-à-dire que l'aiguilleur qui contrôle toutes les aiguilles de cette zone, il se trouve dans ce poste. C'est ce poste qui commande tout le triage. En règle générale, lui, il va surtout s'occuper de trier les wagons quand les trains vont arriver. C'est là le chef le plus gradé
on va dire, d'agents sur le terrain. Par exemple, la nuit, il se trouve ici. Voilà. Ici, on a un grand faisceau, c'est le faisceau de la raffinerie. En fait, il appartient au triage, c'est pas des voies privées, mais on s'en sert pour sortir les rames, parce que le triage de Ciblin, il a un embranchement direct avec la raffinerie. Donc on sort régulièrement des trains de wagons d'essence. Donc à l'époque, quand le triage a été créé, on avait beaucoup de rames qui partaient sur Satolas. Donc apparemment, je pense que maintenant il y a un aqueduc qui a été créé, mais des rames d'essence partaient directement sur Satolas pour aller alimenter les avions. Ici, le chantier du triage de Ciblin est très actif. On fait du remplacement d'essieux, changement des tampons. Ils ne travaillent pas en 3/8, ils travaillent qu'à la journée. Donc il y a des manœuvres spécifiques à faire, puisqu'en fait, on va le remplir. Donc il a des voies ici, là, 70, 71, 72, 72, 73. Donc ces voies sont remplies en wagons qui sont cassés ou prévus à la visite. Et ensuite, on va avoir une manœuvre pour venir chercher ces wagons et les réintégrer dans les convois. Ici, c'est le dépôt, parce que Ciblin, c'est pas seulement un triage. Il a son dépôt avec ses machines. Donc le dépôt, c'est son fonctionnement et fait pas partie des agents de mouvement. Tous ceux qui sont là, c'est les agents de manœuvre, font partie de la filière mouvement. Le dépôt, lui, fait partie de la filière traction. Donc ici, on va garer des machines. C'est un petit dépôt, il n'a pas de rotonde. Et principalement, ça va être des conducteurs de fret. En face de ce dépôt, on a le bâtiment principal. Donc le bâtiment principal, eh ben, c'est là où il y a tous les chefs. Donc le chef de gare, donc il s'appelle comme ça, le chef de gare, c'est le chef du triage. C'est lui qui dirige tout. Donc à l'époque où on parle, il n'y a qu'un seul chef, c'est lui. En dessous de lui, il va avoir des adjoints, des assistants qui ont chacun leur tâche respective, mais ils ne sont pas très nombreux à l'époque. Et bien sûr, les bureaux de commande pour commander tous les agents, parce qu'il va falloir commander tous les agents. Donc tout est commandé de là. Le poste F qui se trouve entre le faisceau formation et le faisceau attente au départ a un rôle extrêmement important, puisque c'est lui qui commande toutes les aiguilles et les manœuvres des engins, y compris le départ des trains. Ici, on a un petit poste M, ici un petit poste U, et je vous expliquerai tout dans le détail. Alors à savoir, si on regarde au fond ici, on verra qu'il y a une sous-station. Ici, donc le triage de Ciblin, il a sa propre sous-station. Le faisceau attente au départ, donc théoriquement, une fois que les trains sont formés, on les met ici, dans le faisceau attente au départ, on ne reçoit pas de train, on les expédie. Les trains, une fois formés, ils arrivent ici. Au poste B, il va y avoir des agents qui sont chargés uniquement de faire les mises en tête des trains et de les faire partir. Donc ici, en direction du nord, en direction de Lyon. Alors à Ciblin, il y a, comme dans beaucoup de triages, deux relais, on appelle ça. Donc ici, on a deux faisceaux, voilà, de voies de 102 à 108 d'un côté, et un autre faisceau, ici, donc 4 voies de 101 à 116. Donc le faisceau qui est ici, il est appelé faisceau nord-sud. Donc en général, on reçoit ici, sur ce faisceau, les trains qui viennent du nord et qui partent en direction du sud. Et ici, le faisceau sud-nord. Donc en fait, on reçoit sur ce faisceau des trains uniquement en relais. C'est-à-dire c'est des trains qui n'ont pas, qui gardent le même wagon, la même composition. On va juste changer la machine. Ces trains s'arrêtant dans le triage, ils peuvent très bien subir une visite. À l'époque, ça pouvait arriver, on va vérifier que tout est normal. Ils peuvent rester là un jour, 2 jours, plusieurs jours et repartir après. Suivant, donc juste pour faire une relève de machine, on va dire. Donc c'est des faisceaux relais. Ça s'appelle comme ça. Donc là, je vais vous présenter schématiquement le fonctionnement du triage. Donc les trains arrivent par le sud et ils sont reçus au faisceau réception. Les trains qui arrivent par le nord sont reçus également au faisceau réception. Ils vont rentrer par la voie unitaire, ils vont passer ce qu'on appelle le saute-mouton. Donc il y a 2 saute-moutons à Ciblin. Donc le saute-mouton côté nord, donc en fait c'est un pont. Donc la voie décrit une courbe
pour que le train puisse franchir, puisse passer au-dessus des voies principales. Ensuite, il va prendre une voie de circulation qui est considérée comme une voie principale. Donc il va circuler sur cette voie de circulation avant de venir rentrer ici dans le faisceau réception. Donc le faisceau réception, en fait, c'est un grand faisceau qui est divisé en deux faisceaux. Quand le train arrive du nord, il peut rentrer uniquement sur cette partie du faisceau réception et sur une voie de ce faisceau réception. Il ne pourra pas rentrer sur cette partie. Les trains arrivant du sud, ils peuvent rentrer sur n'importe quelle voie. Donc le train est reçu sur le faisceau réception. On va couper les wagons en fonction des lots, c'est-à-dire que chaque wagon ou alors des groupes de wagons vont avoir des destinations attribuées. On va isoler chaque wagon dont la destination va être différente du wagon suivant ou précédent. Ensuite, on va pousser ces wagons en bosse, ici au poste Y. Donc les agents qui sont chargés de couper les wagons, c'est les agents du poste S ici, et du poste A. Au poste Y, qui se trouve sous le poste D, les wagons vont être poussés par la bosse et vont descendre par gravité, donc en roulant tout seul, sur les voies du faisceau formation. Chaque voie du faisceau formation a une destination attribuée. Donc on va rentrer les wagons sur toutes ces voies. Quand une destination est complète, quand un train est complet pour la journée donnée, on va comprimer ce train. Donc on va faire en sorte que tous les tampons soient bien en contact. On va immobiliser ces wagons et ensuite un atteleur qui va venir du poste U va venir atteler tous ces wagons. Ensuite ce train, une fois formé, soit on peut le faire partir directement du faisceau formation s'il part dans l'immédiat qui vient d'être formé, soit un diesel de manœuvre va venir chercher ces wagons, donc commandé par le poste F ici. Donc le poste F va tracer l'itinéraire pour que cet engin de manœuvre tracte ces wagons et les amène au faisceau attente au départ. Donc il va tirer ces wagons qui sont attelés jusqu'au faisceau attente au départ. Ici, il va les dételer, ils seront immobilisés. Et ensuite, plus tard, une machine viendra se mettre en tête sur ces wagons et sera expédiée. Voilà pour le schéma, le fonctionnement classique du triage ou de tous les triages. Bon. Donc je vais vous expliquer tous les corps de métier qui rentrent en compte dans un triage comme Ciblin pour chaque poste. Donc quand on vient d'arriver, quand on arrive en tant qu'agent de manœuvre, donc qu'on soit diplômé ou pas, quand on rentre à la SNCF dans un triage, on connaît rien en fait, parce que à moins d'avoir fait une école spécifique, sinon c'est l'inconnu. Donc il faut savoir qu'on va commencer par avoir une formation. Donc là c'est cool parce qu'on travaille pas, mis à part pour apprendre les choses, mais physiquement on travaille pas. On se retrouve à l'école. Et là, il commence à y avoir du boulot parce qu'il va falloir apprendre tout le chemin de fer. Donc comme ici, par exemple, pour un agent de manœuvre, quel qu'il soit, donc le plus bas des grades, ça va être AE, donc agent d'exécution. Je pense que ça n'existe plus. Enfin, le grade existe, mais il n'y en a plus maintenant. Donc il faudra quand même qu'ils connaissent chaque wagon. Donc le type de wagon, par exemple un couvert à porte latérale, ça va être un wagon G, un couvert à essieu H, un wagon G, un wagon R, tous les types de wagons, les tombereaux, etc. Et ainsi qu'il doit connaître leur fonctionnement, c'est-à-dire les essieux de chaque wagon, le frein à main, où il se situe, sur quel organe il agit, les différents types d'attelage, parce qu'il y a différents types d'attelage.
Il va y avoir des attelages à boules, comme ici, ou des attelages classiques. Donc toutes ces manœuvres, tous ces appareils qu'un agent est susceptible de manœuvrer, il va falloir qu'il les connaisse. Il va falloir connaître ce qui a marqué sur un wagon. Donc il faut connaître son système de freinage, donc les semelles de frein, sur quoi elles appuient, les dispositifs qui sont les manettes d'isolement, les changements de régime ou de masse, si le wagon est chargé ou non chargé, ainsi que les numéros qui concernent le wagon, donc comment il est numéroté. Donc on appelle ça, donc ça c'est repris dans le cartouche d'identification. Ensuite, on va avoir les performances commerciales, donc c'est la vitesse à laquelle il roule, etc. Donc tout ça, donc sa longueur, il faut savoir, il faut qu'un agent il soit capable de le lire, de savoir où il se trouve, en cas de besoin. Bien entendu, tout ça ne suffit pas, hein. Il va falloir apprendre quand même la signalisation. On va apprendre à arrêter les trains en cas de danger. On va apprendre à se déplacer sur les pistes. À quel moyen on peut se déplacer, si on peut y aller à vélo, à pied. Donc il faut savoir que le vélo est un moyen de transport couramment utilisé à Ciblin, à cette époque, en tout cas. Parce que donc sur un faisceau, donc le faisceau formation, par exemple, on va rentrer des trains de 700 mètres, donc voire 800 mètres pour certaines voies, pour les voies les plus longues. Donc des fois le vélo, c'est un moyen pratique de se déplacer entre les voies. Je vais vous présenter la chose comme vous l'auriez vécu en tant qu'un cheminot, un jeune cheminot qui arrive. Vous rentrez à Ciblin, vous êtes à l'attelage. Donc le poste des atteleurs, c'est le poste U, qui se trouve dans le faisceau formation. Donc on va s'occuper du faisceau formation, puisque c'est le premier faisceau qui nous intéresse. Donc le faisceau formation, il va de la voie 20 à la voie 63. Toutes ces voies, en tant qu'agent de manœuvre, en tant qu'atteleur, vous allez les connaître par cœur. Donc elles sont regroupées de 20 à 25, de 26 à 33. En fait, c'est des petits faisceaux qui forment un grand faisceau. De 31 à 41, 42 à 49, 50 à 57 et 58 à 63. Donc il faut savoir que ces voies, elles sont toutes numérotées au garage franc de la voie par des pancartes, mais qu'elles ne le sont pas ensuite au milieu du triage. C'est-à-dire qu'un atteleur, un agent de manœuvre, il doit être capable de se repérer quand il va être à pied, perdu au milieu de ce faisceau, et qu'on va lui dire d'aller sur telle voie. Donc en bleu, là, sur le schéma qui nous intéresse ici, qu'on voit, c'est les pistes. C'est-à-dire que ces pistes-là, on peut les utiliser pour circuler à pied ou en vélo. Donc les autres pistes, il n'y en a pas en fait, c'est l'entrevoie, c'est entre les deux voies. Donc il faut savoir que dans un triage, les voies sont assez serrées, hein. Il y a juste l'espace pour une personne de se mettre entre les deux rails, entre les deux voies, mais si vous tendez les bras en croix, vous allez toucher les wagons de chaque côté. Donc supposons qu'on est un jeune embauché, donc on vient d'arriver à Ciblin. Donc là, sous le bâtiment principal, on a les vestiaires. On rentre dans ces vestiaires, c'est immense. Il y a énormément de casiers. Il y a des grands lavabos, il y a des douches. Alors, faut pas vous imaginer les douches que vous pouviez voir maintenant. C'est des vieilles douches. C'est aéré. L'hiver, il fait froid. C'est tout en carrelage, c'est mal éclairé. C'est le sous-sol, des douches dans un garage, quoi. On nous a donné notre bleu, on nous a donné des chaussures de sécurité, des vestes de pluie. À l'époque, il n'y avait pas de casque, il n'y avait pas de dispositif pour se faire voir, comme les gilets orange, comme il y a maintenant à SNCF, ou jaune sur la route. Donc on sort du bâtiment principal.
on va commencer par traverser les voies de sortie du faisceau. Donc ici, les engins traversent sans arrêt puisqu'ils montent des trains qui sont formés au faisceau attente au départ. Les machines descendent pour faire des mises en tête. Donc une mise en tête, c'est-à-dire que la machine vient s'appuyer sur les wagons qui sont prêts au départ. Une fois qu'on a traversé cette piste, on passe sous le poste F. Donc le poste F, tout de suite, il nous impressionne. C'est un grand poste. Le chef qui y travaille, c'est un chef qualifié. Pour nous, c'est déjà une grande qualification. C'est un poste typique qui permet d'avoir la visibilité sur toute cette partie du triage. Il est en hauteur. On passe devant un espèce de petit bungalow. C'est le poste M. Le poste M, c'est le poste des visiteurs. Donc j'en reparlerai tout à l'heure. Ils font pas partie des agents de mouvement, donc on les voit pas, on n'en parle pas. On parle pas avec eux. Pourtant, ils sont cheminots comme nous, mais ils font partie de la filière matérielle. Les visiteurs, c'est une petite partie des agents détachés du chantier des wagons, dans le chantier d'entretien des wagons, à l'intérieur du triage. Et donc à l'époque de début de Ciblin, il y avait des visiteurs au poste U, donc ici au faisceau, dans chaque faisceau en fait, au faisceau formation, au faisceau réception ou au faisceau attente au départ. Et ensuite on rentre dans le poste U. Donc il est constitué à peu près comme ça, le poste U. Il va avoir devant ce qu'on appelle l'aquarium. Donc c'est une pièce entièrement vitrée. Il n'y a pas de double vitrage à l'époque. Des grandes vitres simples qui ne s'ouvrent pas, dans lequel il va y avoir un chef et son adjoint. Eux, ils sont là pour dispatcher le travail, préparer les papiers pour les trains qui partent directement du faisceau formation. Derrière, on va avoir un couloir dans lequel il va y avoir des lampes de poche, enfin des lampes de manœuvre qui sont équipées d'un feu blanc, d'un feu rouge, et que les atteleurs se servent pour se diriger dans le noir. Des radios qu'on doit remettre en charge systématiquement. Et ici une cuisine avec une table où tous les agents, soit atteleurs, les agents de manœuvre, sont regroupés ici en attendant d'aller à leur tâche. Alors quand on arrive dans le monde du chemin de fer, et notamment à Ciblin, on ne va pas vous lâcher au milieu du triage comme ça tout seul d'un coup. Sur les 300 personnes qui étaient présentes au départ, il n'en reste plus que 5 parce que soit il y a celles qui ne convenaient pas au métier, soit il y a celles que le métier ne leur convenait pas. Une fois qu'on a expliqué toutes les contraintes, les tâches demandées et le salaire, beaucoup sont partis. Donc avec vous, il y a toujours un agent qui au début, il va vous suivre. Il va vous guider lors de vos premiers pas et il ne vous lâchera pas tout seul comme ça pour voir si vous respectez bien les consignes de sécurité, si vous faites bien le travail. Donc tout en vous tenant par la main, il va vous amener à ce postu justement. Donc au postu, la salle de cuisine où sont rassemblés les agents, c'est aussi la salle de jeu. Entre deux trains, on sort les cartes. On vous demande si vous savez jouer à la belote. Si vous ne savez pas, on va vite vous l'apprendre. C'est là qu'il y a des échanges, on apprend à vivre en communauté. Et c'est là que le chef vient nous chercher pour partir au boulot. Et au postu, on vous présente, bonjour, voilà un nouvel embauché, il s'appelle Paul. Et eux, ils se présentent. Moi, c'est Dobas, ou la Daube. Moi, c'est Maloma. Moi, c'est la blouse. À Ciblin, on vous dit, t'auras vite fait d'avoir un surnom, parce que ton surnom, ce sera ton nouveau nom. Et à partir de maintenant, tout le monde t'appellera par ce nouveau nom. Devant le postu, on a un pont bascule. Qu'est-ce que c'est qu'un pont bascule? Sur une partie d'un rail, une partie d'un rail va être coupée et il sert à peser les wagons pour savoir leur chargement. Voilà. Donc il est très peu utilisé, mais il est utilisé. Il faut savoir qu'il y en avait de partout des ponts bascules, il y en a beaucoup. Donc ici, il y a un pont bascule. Donc en réalité, le pont bascule,
Ils l'ont mis là, mais en fait, ça c'est juste le local. La bascule, elle se trouve sur la voie 41. Donc théoriquement, on ne peut pas faire rouler les trains à vitesse élevée sur cette voie. Donc maintenant, je vais vous expliquer comment se déroule le travail au niveau des atteleurs, comment il est dispatché à cet endroit-là. Donc quels sont les agents? Donc au poste F, nous avons un chef. Donc c'est le chef du poste S, il est tout seul. Ce poste F, il gère donc toutes les aiguilles, on a dit. Au poste U, on va avoir un chef et son adjoint, ici. Donc ils sont chargés d'envoyer les agents atteler les trains une fois que les voies sont pleines. Ils sont chargés de faire les papiers quand il y a des trains qui partent directement du faisceau formation. Donc avec la mise en tête, donc des bulletins de composition. Ensuite, on a 2 personnes qui sont choisies par le chef parmi les atteleurs. Donc en général, on prend les personnes les plus vieilles. Donc là, si c'est de nuit qu'il y a donc beaucoup de travail, on va en prendre 2. S'il n'y a pas beaucoup de travail, que c'est l'après-midi, on peut en prendre un seul. Ça va être des appuis-voix, ça s'appelle. Donc ils ont le rôle d'appui-voix. Donc ils vont être chacun disposé d'un côté du faisceau. On va dire que le faisceau ici, il est partagé en 2. Donc ils sont chacun disposés d'un côté, donc ils gèrent cette partie. Donc par exemple les voies 42 à 63, et lui il va gérer les voies 41 à la voie 20, ici. Donc leur rôle c'est quoi? Les wagons descendent par gravité, ils roulent tout seuls sur le faisceau formation. Chaque voie est armée. C'est-à-dire sur chaque voie, ces agents, ils ont la responsabilité de placer un sabot. C'est un sabot d'enrayage ou un sabot de compression, c'est les mêmes. Ces sabots ont pour rôle d'arrêter les trains et d'empêcher que les trains continuent d'avancer, mais c'est pas un heurtoir en fait. Donc le train monte sur le sabot, la roue du train s'arrête et le sabot glisse sur le rail, et ce qui freine le convoi, on va dire, en douceur, quand tout se passe bien. Donc eux, leur rôle, c'est d'armer toutes ces voies. Donc quand tout se passe normalement, les wagons descendent, ils viennent sur le sabot. Quand la voie elle est pleine, et ben forcément tous les wagons ne se touchent pas. Il va y avoir des écarts entre les wagons. Alors supposons, donc on est sur le faisceau formation. Donc il faut savoir que le faisceau formation, on appelle ça aussi le trou. En tant que cheminot, on va dire, je travaille au trou. Pourquoi? Parce que le faisceau formation fait une cuvette. Les wagons descendent par gravité. Il n'y a rien qui les arrête. En haut du faisceau formation, côté nord, côté sortie, il remonte légèrement. Ce qui fait que les wagons qui descendent, ils descendent tout seuls, ils s'arrêtent tout doucement. Voilà. Et au cas où ils arrivent jusqu'au bout, ils sont arrêtés par le sabot d'enrayage ou le sabot de compression. Et ensuite, généralement, ils redescendent un petit peu. Ça peut arriver qu'ils redescendent. Donc quand la voie elle est pleine, eh ben, on va avoir des wagons qui vont se toucher, d'autres wagons qui sont espacés. Donc à ce moment-là, lui, il est équipé d'une radio. Un diesel est envoyé de la bosse. Donc la bosse, c'est où les wagons ils descendent. Donc c'est le poste Y. Commandé par la DOT, c'est-à-dire que la DOT commande à un diesel de descendre et d'aller appuyer les wagons. Donc le diesel, il descend et il va venir pousser ici les wagons pour les mettre tous en contact les uns contre les autres. Et il sera guidé par cet agent, donc l'appui-voix. Il va indiquer au locotracteur de manœuvre, lui dire, eh ben écoute, c'est bon, tu peux laisser venir. Il va lui dire, ouais, je vois que tu as 2-3 coupes à peu près. Après, il lui dit, quand le dernier véhicule de la voie bouge, il lui dit ça bouge en queue. Donc lui, il sait que toutes les coupes sont faites. On dit que les coupes sont faites parce que ça choque. Il y a des chocs, ça tape. Donc on pousse dans des wagons qui sont arrêtés. Et à chaque fois qu'on rajoute des wagons, la masse augmente jusqu'à ce que le train soit plein. Alors ça peut être des petits trains de 10 wagons, des trains plus grands de 20 wagons. Dès que ça bouge, lui, soit c'est juste un appui, c'est-à-dire qu'il est venu appuyer les wagons pour faire de la place, pour en faire redescendre d'autres derrière.
Voilà. Soit on lui dit tu vas compresser. Compresser, ça veut dire que le diesel de manœuvre il descend, il appelle, il dit ouais alors là tu vois la voie 34, je te compresse la voie 34. Donc il appuie tous les wagons jusqu'à ce que le dernier wagon soit sur le sabot, ici, de compression ou d'enrayage. Il appuie pour comprimer les tampons au maximum qu'il peut. Et ensuite il va placer un autre sabot, un sabot de compression, de l'autre côté des wagons. Et comme ça, tous les wagons vont être en contact, comprimés, pour que les atteleurs puissent atteler le train. Ensuite vient les atteleurs. Donc les atteleurs, leur nombre varie en fonction du service. Donc de nuit, il va y avoir peut-être 5 atteleurs, admettons. Donc voilà tout le monde qui travaille. Donc ajoutez à cela nos agents visiteurs qui se trouvent au poste M. Donc eux, ils sont moins nombreux, ils sont 2, 3, peut-être 4. Je vous expliquerai leur rôle après. Donc là, une fois que la voie elle est compressée, le chef du poste, c'est lui qui désigne qui va atteler quelle voie. Donc la voie est comprimée, les wagons sont immobilisés, le chef de poste, il demande la protection au poste D, on a vu tout à l'heure, de lui assurer qu'il n'y ait aucun wagon qui va venir sur cette voie. Donc l'aiguilleur, qui est au poste D, il va mettre un bouchon pour protéger la voie de son côté à lui, donc de ce côté-là, côté des branchements, pour plus que l'aiguille, pour qu'il ne puisse plus tourner l'aiguille pour faire descendre les wagons sur cette voie. De son côté, la chef du poste F, il protège la voie ici avec un bouchon sur l'interrupteur, sur le commutateur chargé de faire tourner l'aiguille, de façon à ce que il puisse plus donner l'itinéraire sur cette voie 34. À partir de ce moment-là, notre atteleur il peut partir en marchant et il va atteler tous les wagons. Donc c'est-à-dire entre chaque wagon où l'attelage n'est pas fait, parce que des fois il y a des coupes de 3-4 wagons où l'attelage est resté, il va falloir qu'il se baisse, qu'il passe sous les tampons, qu'il mette l'attelage, qu'il équilibre l'attelage, de façon à conserver le même nombre de filets de chaque côté de la manie. Il le serre sans le serrer à fond parce que c'est des wagons, c'est pas des voitures en voyageurs, donc on le serre pas à refus, on dit. Et ensuite il branche les tuyaux de demi-accouplement, ça s'appelle les tuyaux CG, c'est la conduite générale, c'est là où va passer l'air servant à freiner le train. Donc notre agent, là, ici, il va faire ça entre chaque wagon, jusqu'à ce qu'il arrive en queue. Et à ce moment-là, quand il va arriver en queue, il va appeler le chef du poste, ici, avec sa radio, et il va lui dire à la 34, terminé pour l'attelage. Donc le chef, il sait. Et donc, le chef, il va lui dire, eh ben, écoute, tu reviens par la voie 52, attelage complet. Donc là, on a une distance de 800 mètres, si le train il fait 400 mètres, il va pas remonter jusqu'ici pour prendre ce passage Plancéier. Donc on traverse les voies jusqu'à la voie 56 pour atteler le train de la voie 56. Donc c'est là où l'atteleur, il faut qu'il sache sur quelle voie il se trouve. Quand l'atteleur il arrive ici, il doit demander également que la voie soit protégée. Il demande si le chef il a bien pris la protection de la voie, donc en général elle a été prise, pour pas qu'il y ait des wagons qui tombent pendant qu'il est en train d'atteler.
Donc ça, c'est le côté idyllique du métier. C'est le métier sur le papier. Le métier dans la réalité, les atteleurs de nuit, ils vont atteler à peu près 10 trains par service. Un atteleur, il attelle 10 trains par service. Donc un train, il peut avoir 40 wagons, 50 wagons, comme ça peut être un petit train de 12 wagons. Donc à l'époque où Ciblin tourne fort, dans les années 1990 même, jusqu'à dans les années 1990, même au-delà, l'atteleur il va atteler en moyenne entre 30 et 40 wagons par train, multiplié par 10 trains, ça lui fait 400 wagons. Donc il va peut-être faire 250 attelages sur les 400 sur ces wagons. Donc à chaque fois il va falloir se baisser, passer dessous, soulever l'attelage. Donc là, de nuit, l'atteleur, quand on arrive, 20h, il n'y a pas trop de boulot, c'est calme, parce que le triage il est vide en fait, pratiquement. Les trains arrivent et au fur et à mesure ça descend de la bosse, et les wagons commencent à remplir le faisceau petit à petit. Au fur et à mesure que la nuit avance, il y a de plus en plus de boulot. Le plus gros du boulot, c'est à 2h du matin. C'est là que ça n'arrête pas. C'est là qu'on commence à s'endormir. C'est là qu'on commence à être fatigué. C'est là qu'on vous appelle et qu'on vous dit tu vas aller à la voie 52, attelage complet. Donc l'atteleur il prend sa lanterne, il s'en va dans le noir, sous la pluie, que ce soit l'hiver, c'est pareil. On marche, la première chose qu'on fait, on regarde, et là on dit, on regarde la longueur. C'est le premier réflexe de tous les atteleurs. Combien il fait bah voilà, la voie 56, elle est pleine. Donc on essaye d'évaluer à peu près la longueur, ça nous donne la tâche qu'il va falloir effectuer. Après, on peut avoir des trains très longs avec pas beaucoup de mailles à passer, et des trains courts, il faut faire les mailles à chaque fois. Entre chaque attelage, l'atteleur il va s'arrêter, il va poser sa lampe sur le marchepied du wagon pour s'éclairer, et ensuite il va passer sous l'attelage et faire son attelage. Pendant que l'atteleur il attelle, il y a les wagons qui continuent de passer à côté. Bang! Ils roulent. On les entend pas rouler. La nuit ou le jour, dans un triage, les wagons descendent tout doucement. Ils roulent à une vitesse de 5 km/h parfois. Ils font absolument aucun bruit. On les entend pas. On les entend que quand ils s'entrechoquent. Donc parfois l'atteleur il est surpris parce que au moment où il sort de l'attelage, 2 wagons viennent se percuter juste à côté de lui. C'est pas le moment de laisser traîner une jambe ou un bras à côté. Malgré la fatigue, malgré les conditions atmosphériques, et ben voilà, on fait comme ça. On fait en sorte de se protéger. On est seul et on avance dans le noir. On fait son attelage. Quand l'atteleur y arrive en queue, il va traverser des voies pour revenir atteler une autre voie. À ce moment-là, c'est le moment le plus dangereux parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une zone où il y a beaucoup de brouillard. Et souvent le brouillard, il se levait sur le petit matin. Donc à ce moment-là, la visibilité elle est nulle. On a une très mauvaise visibilité et les wagons continuent de descendre régulièrement de la bosse. Et on les entend pas rouler. C'est-à-dire qu'on s'avance et d'un coup, dans le brouillard, on voit apparaître l'ombre d'un wagon qui passe. Donc l'atteleur, il doit toujours rester vigilant. C'est un métier extrêmement dangereux, sachant qu'on fait qu'enjamber des rails. Donc les traverses sont gelées. Il ne faut pas poser le pied ni sur la traverse ni sur le rail. Le rail est gelé quand c'est l'hiver. Il y a du verglas. Les traverses, elles sont glissantes parce que c'est des traverses en bois. Donc on essaye de marcher uniquement dans le ballast. Dans le ballast, parfois, ils traînent des morceaux de rail ou des semelles de frein, souvent, parce que les visiteurs, ils peuvent changer les semelles de frein, des fois. Donc, il faut faire attention, rester vigilant. Et puis, des fois, on s'approche,
Donc en général, les voies donc, qui sont de 50 à 56, on sait que c'est les citernes. C'est-à-dire que c'est toujours les mêmes voies qui sont attribuées au même wagon. Donc on part sur une voie 50, l'atteleur il se dit mince, 56, la voie 56 à atteler, c'est 2 heures du matin. Donc la voie de 56 elle est là, c'est 2 heures du matin, il est crevé. C'est son 9e train, avec les produits chimiques qui coulent dessus, l'essence, etc. C'est des wagons, les mailles sont toujours rouillées. Il faut forcer comme un âne pour arriver à les desserrer. Les demi-accouplements sont difficiles à mettre. L'hiver, ils sont complètement gelés. C'est des gros tuyaux d'un diamètre de presque 9 cm de diamètre. Très difficile à manier. Et là, on s'approche. Et d'un coup, on sent une odeur après avoir passé le 2e wagon. Quelque chose qui vous prend très fort. C'est de l'ammoniac. Impossible de respirer. Ça brûle, ça pique, comme de la moutarde. On essaye de relever le numéro du wagon, ou le code danger. Donc il faut savoir que sur les wagons qui transportent des matières dangereuses, c'est comme sur les camions par exemple, il va y avoir des codes danger. Donc on a un code matière et un code danger. Donc le code danger, ça va être des numéros qui vont nous indiquer si c'est inflammable, très inflammable, corrosif. Et le code matière qui indique ce que c'est comme matière. Donc si on peut, on note les numéros. On avertit par radio le chef. Et on s'en va. Et après, on reçoit une gratification exceptionnelle. Monsieur, le 10 juin dernier, alors que vous étiez de nuit, vous avez constaté une fuite de matière dangereuse sur le wagon 3593-3. Je vous félicite pour votre vigilance et vous informe d'une gratification d'un montant de 207 francs vous est attribuée. Elle sera mandatée sur votre solde du mois de juillet. Je vous prie d'agréer, etc., etc. Petite histoire d'un atteleur. Sinon, on continue. Donc, notre atteleur, il vient d'atteler ici la voie 35. Tac, tac, tac. Dès qu'il arrive en queue de la voie, donc il appelle le chef pour lui dire par radio 35 terminé. Le chef il dit, donc il lui donne l'ordre de revenir par une autre voie. Dès que l'attelage est fini, avant de rendre le train, avant de rendre la protection sur la voie, le chef de poste ici, il va donner le train à la visite. Donc les agents qui se trouvent au poste-M, c'est les visiteurs. Donc les visiteurs, c'est des experts en matériel. C'est des agents qui sont chargés de vérifier que le train fonctionne. Donc à l'heure actuelle, je pense qu'il en existe presque plus. Le visiteur, il s'en va. Donc ici, en tête de chaque voie, il y a un compresseur avec des tuyaux et des manomètres pour qu'il simule comme si le train était relié à une locomotive. Donc il branche des wagons. Donc c'est pas tous les trains qui sont soumis à la visite, hein. Ça dépend d'une périodicité. Donc si le train il est soumis à la visite, donc le visiteur il va venir, il va le brancher et il va faire passer de l'air à l'intérieur du train, ce qui va lui permettre de détecter s'il y a la moindre fuite. Donc il faut savoir que les conduites d'air, c'est des conduites destinées aux freins. Donc sur les véhicules de marchandises, il n'y a qu'une seule conduite, en règle générale. Bon, il y a des particularités. Ça s'appelle la CG, la conduite générale, qui est alimentée à 5 bars. Donc lui, il va brancher. Une fois qu'il a branché, qu'il a alimenté, eh ben, il va remonter tranquillement son train et vérifier que les chargements soient correctement effectués, que les ranchers soient levés ou baissés suivant les besoins, qu'il n'y ait pas de fuite entre les attelages. Il va également vérifier que chaque attelage a été bien réalisé par l'atteleur. Donc en règle générale, ça arrive que très rarement qu'il y a un souci. Il va vérifier que les semelles de frein sont en bon état, etc. Donc le visiteur, il est équipé un peu comme un plombier. Il a une petite trousse avec lui, une petite sacoche en cuir, genre petite sacoche de plombier dans laquelle il va avoir des rondelles, des joints qu'il va pouvoir changer sur les demi-accouplements s'il y a une fuite.
Il va avoir un marteau, une clé, il va avoir un burin pour pouvoir changer des semelles de frein, par exemple, enlever des goupilles ou en rajouter. Donc il fait ce qu'il peut faire. Donc il va aller comme ça jusqu'en queue, il va vérifier qu'il y ait de l'air, il va vérifier que ça freine. Ensuite il va redescendre. Dans le cas où il constate une anomalie, il va avoir la possibilité d'apposer sur des wagons un bulletin. Donc soit ça va être un bulletin pour une anomalie qui n'est pas grave, et il va marquer comme quoi la prochaine visite il va falloir que le wagon soit réparé mais il peut rouler comme ça. Soit il va dire non, le wagon il peut pas rouler, il va falloir l'écarter. Donc il va falloir l'enlever du convoi pour que le train puisse partir. Donc là, tout de suite, il va falloir mettre en branle une équipe parce que il faut pas que le train prenne du retard à cause de ça. Donc il est prévu des marges dans la préparation des trains pour pallier à ces éventuelles manœuvres. Donc si on a le temps, on va faire la manœuvre avec le diesel de manœuvre. Si on n'a pas le temps, on pourra le faire avec une machine titulaire. Quand la machine titulaire arrivera, on pourra lui faire écarter le wagon. Dans le cas où le visiteur il constate qu'un attelage est mal fait, donc en règle générale, à 90% des cas, il le refait lui-même, mais c'est pas son rôle. Normalement, il met une étiquette comme quoi l'attelage est mal fait et le train il peut pas partir. Donc ensuite, lui, il arrive. S'il n'a pas d'étiquette, il retourne directement à son poste. Sur son ordinateur, il va inscrire comme quoi le train est prêt, il est bon au départ pour lui. S'il y a une étiquette, quelque chose à effectuer, il va aller voir le chef du postu en lui disant ben voilà, il y a un attelage qui est mal fait. Donc ça arrive, mais très rarement. Souvent avec des jeunes, pour leur montrer si un jeune a mal réalisé un attelage, l'obliger à repartir faire son attelage, c'est un peu une punition. D'un autre côté, c'est aussi une leçon. C'est vrai que c'est pas marrant parce que si ça arrive au dernier wagon de queue, l'atteleur il va finir d'atteler. Quand il va arriver au poste, le chef il va lui dire non, t'as un attelage que t'as mal fait là-bas, faut que tu y retournes. Lui il sera parti. C'est pour ça que des fois les échanges qu'on pourrait avoir avec les visiteurs, ils sont un peu bizarres parce que c'est nos supérieurs en fait, en quelque sorte, pour un agent de mouvement, c'est un visiteur qui fait partie du matériel. C'est pas la même branche, mais c'est un peu un expert, donc on n'a pas d'animosité contre lui, mais on va respecter ses connaissances. C'est un peu le sentiment. Voilà, un peu comme un élève avec un professeur. D'un autre côté, quand on se retrouve tous ensemble à manger, si on décide de faire quelque chose d'exceptionnel, ils viendront avec nous. Voilà. Mais c'est deux métiers bien différents. Donc l'atteleur, il va aller et il va refaire l'attelage. Et ensuite, le train va pouvoir partir. Donc il y a encore une équipe dont je n'ai pas parlé. C'est l'équipe de la manœuvre, du diesel de manœuvre. Donc on a un locotracteur, alors c'est pas un locotracteur, c'est une machine dédiée à la manœuvre. On peut dire sur tout le triage, elle peut être amenée à évoluer sur tout le triage. Donc ce diesel, il s'appelle F, comme poste F, et numéro 4. On verra pourquoi après. Donc c'est le F4, c'est son nom. Ce diesel, il s'appelle F4. Donc sur ce diesel, on va retrouver un conducteur, donc qui fait partie de la filière traction. Donc ce conducteur, c'est un CRML, c'est un conducteur de manœuvre qui peut être amené à faire également des parcours, c'est-à-dire il peut acheminer des trains du triage de Ciblin au triage de Vinicieux, par exemple, entre les triages. Donc il peut aller en ligne également. Et avec lui, il va avoir un brigadier qui s'appellera brigadier F4. En plus de tous les autres agents qu'on a vus, donc on a un appui-voix de chaque côté, on a les agents de manœuvre, on a le chef du poste F, un adjoint et un chef au postu. On va avoir un brigadier F4 avec le conducteur du F4. L'attribution du F4, en priorité, ça va être de tirer les trains du faisceau formation
et de les amener au faisceau attente au départ. Donc une fois que le train est complet, le rôle du F4, ça va être de faire monter tout ce train au faisceau attente au départ. Donc ici, au poste B. Ça va être le premier rôle qu'il va avoir à faire. Une fois qu'il aura monté ses wagons, il va venir s'aiguiller ici, et il repart dans l'autre sens et il redescend au poste U. Ça, c'est le rôle du F4. Son second rôle, ça va être, comme là, ici, on a un wagon à écarter parce qu'il est cassé, ça va être à lui de le faire. Alors, comment il va procéder? Notre F4, il arrive avec notre brigadier. Donc, le brigadier, c'est un agent de manœuvre. Donc, c'est un atteleur qui a un grade un peu plus supérieur, on va dire. Donc, là, le grade de l'atteleur, c'est AE. C'est un agent d'exécution. Il est bon, il peut faire que des attelages. Il peut atteler des machines, il peut atteler des wagons, il n'a pas le droit de faire des essais de frein, il ne peut pas faire des manœuvres, parce qu'il n'est pas habilité pour. Il n'y en a plus, ça n'existe plus. Au minimum, ça va être maintenant un agent de manœuvre. Donc l'agent de manœuvre, c'est un chef de manœuvre, puisqu'il est capable de faire des manœuvres, mais en réalité, il n'a pas vraiment le grade de chef de la manœuvre, c'est un grade qui s'acquiert avec le temps et l'expérience, qui lui empêche quand même d'exécuter certaines tâches comme toucher à la fermeture sur des passages à niveau, diriger des grandes manœuvres, on va dire. Donc là, ici, le conducteur, lui, il va rester dans sa machine. L'agent de manœuvre, il va venir, il va couper, si admettons, il faut écarter ce wagon, parce que c'est ce wagon qui est défectueux. Il va couper entre ces deux wagons. Le diesel F4 avec le conducteur, ils vont tirer ces deux wagons. Ils vont venir les ramener sur une voie d'à côté. L'agent de manœuvre, il va couper. Le diesel, il va tirer de nouveau ce wagon pour venir le raccorder sur cela. Alors bien entendu, le F4, il est équipé d'une radio. Le diesel F4 est équipé d'une radio. Et l'agent brigadier F4 est équipé d'une autre radio. Ces deux radios ne sont pas sur les mêmes fréquences que les radios des atteleurs ou que les radios des appuis-voix. Chaque corps de métier, on va dire, a une fréquence de radio différente. Ce wagon qui est cassé, on viendra le mettre au chantier, ici. Il faudra venir ranger ce wagon au chantier réparation. Donc ça, c'est un autre rôle du F4 à Ciblin et du brigadier F4 de venir remplir le chantier régulièrement à chaque service à des heures bien précises. Il va y avoir des manœuvres pour venir remplir le chantier, que ce soit du côté ici pour sortir des wagons, ou que ce soit de l'autre côté pour venir le remplir, et positionner au bon endroit les wagons, parce que en fait sur chaque voie on va poser des wagons, chaque voie est attribuée au chantier donc réparation. Par exemple, une voie ça va être plus spécifique pour les wagons plats, une autre voie ça va être pour les wagons bâchés, parce qu'on a le matériel pour réparer les wagons bâchés à cet endroit là. C'est lui qui va trier tout ça. Voilà. Avec le brigadier F4 et le conducteur du F4, il y a une autre personne qui rentre en ligne de compte, c'est le chef de manœuvre du poste U. Donc il y a encore une autre personne au poste U. Alors en général, c'est celui qui fait également appui-voix. Donc au moment où il s'absente de son rôle d'appui-voix, on désignera un atteleur pour le remplacer. Le chef de manœuvre au poste U, il a le grade de chef de manœuvre, donc en général c'est toujours un ancien. Pour aller par exemple ici manœuvrer au chantier, c'est lui qui va venir, le brigadier du F4, servant uniquement à faire les attelages, c'est lui qui va décider des manœuvres, parce que lui, il a la connaissance pour venir placer les wagons à l'endroit où il faut. Il a une formation pour ça. Donc ça va être son rôle. Secondo, il est obligé de prendre, pour venir manœuvrer ici sur le chantier, c'est un peu comme un embranchement privé. Il va y avoir des aiguilles à manœuvrer,
puisqu'il va donc ici au niveau du faisceau. Donc c'est des aiguilles à pied d'œuvre, et là c'est lui qui doit les manœuvrer à l'aide de clés. Il doit prendre des protections, puisque pendant que le diesel il vient manœuvrer sur le chantier, on ne peut pas recevoir ni expédier des trains sur ce faisceau. Ça condamne ce faisceau. Donc là, on est obligé d'avoir un chef de manœuvre pour faire cette manœuvre. Donc là, on a fait un petit tour global, mais c'est pas fini. Donc voilà comment ça se passe, en gros. Donc comme on peut le voir, eh ben, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup d'acteurs qui rentrent en ligne de compte. Il y a beaucoup de mouvements. C'est extrêmement vivant. Ça n'arrête pas. Il faut avoir l'œil partout quand on est un agent et qu'on marche au milieu de ces bois, parce que ça bouge tout le temps. Donc pour finir avec le diesel, la machine F4, elle est équipée d'un BSI. Alors parfois non. Au début du triage évidemment il n'y en avait pas. Après il y en avait. Donc le BSI c'est un attelage automatique. En fait la machine arrive, elle recule sur les wagons et ça s'accroche automatiquement. C'est un grand bras. Dans la cabine, le conducteur il dispose d'un bouton. Il appuie, ça lève le crochet pour dételer les wagons. C'est un vérin pneumatique en fait qui lève un crochet. C'est juste un crochet qui se baisse ou qui monte. Donc c'est bien pratique parce que comme ça, le conducteur du F4, il s'appuie dessus, ça attelle. Le brigadier, il descend, il met un coup de pied dans le sabot pour l'enlever. Le sabot de compression qu'on a vu tout à l'heure au début. Et ensuite, le diesel, il peut tirer ses wagons. Il faut savoir qu'à cette époque, on manœuvrait tous ces wagons sans frein, sans air. C'est-à-dire que pour que les wagons ils soient freinés, il faut les alimenter en air. Pour gagner du temps, on ne le faisait pas. Bon, c'était prévu dans les consignes. Et donc, on montait des trains de 1500 tonnes ou plus, sans air, jusqu'au faisceau réception. Donc, le seul freinage qu'on avait, c'était la machine. C'était périlleux. C'était du vrai chemin de fer. Donc, en fait... quand on sort du trou là, ici ça monte beaucoup, jusqu'à ce qu'on passe le poste F, ça monte. Donc là effectivement il va falloir tractionner plein pot pour arriver à décoller ce train, le faire monter. Donc en général c'est à ce moment là qu'on prenait conscience du poids, parce qu'on n'avait aucune idée, on n'avait pas de bulletin de composition. Quand on monte un train du trou pour l'amener au faisceau attente au départ, on ne sait pas le poids qu'il fait. Donc en fait c'est l'expérience. Et suivant le poids qu'il fait, eh ben, on évaluait la vitesse à laquelle il fallait rouler pour être en mesure de s'arrêter avant le garage franc du poste B. Parfois il arrivait qu'on s'arrête pas, qu'on ait mal calculé notre coup, et la loque était complètement freinée. Et on n'allait pas s'arrêter. On appelle le poste B. On lui disait c'est le F4, on arrive, on va pas s'arrêter. Mets-nous sur le tiroir. Donc en général, le poste B, il avait donc tous les faisceaux sont dirigés sur des voies en impasse, qu'on appelle des impasses de sécurité. Donc il nous dirigeait sur le tiroir. Et ben on avait le temps de s'arrêter avant le tiroir. Bon. C'est rarement arrivé qu'on défonce le tiroir, même jamais. Donc ça devenait embêtant parce que dans le cas où en même temps que le F4 il montait un train, il fallait pas qu'il y ait un départ sur le même faisceau. Un départ d'un train. Parce que là, ça aurait pu faire une prise en échappe. Donc les conducteurs avaient une très grande dextérité de façon à ce que ça arrive presque jamais. Donc en général, le conducteur de manœuvre, qui est un agent extrêmement expérimenté dans son domaine, former le brigadier. C'est-à-dire que quand on faisait brigadier F4, il était bien rare qu'on soit pas conducteur. C'est-à-dire que c'était pas légal, évidemment, mais c'est nous qu'on conduisait en tant que brigadier. Donc en général, il y avait des conducteurs avec qui on faisait moitié-moitié, c'est-à-dire la moitié de la nuit c'est nous qu'on conduisait, c'est lui qui attelait, qui enlevait les sabots, et l'autre moitié de la nuit c'était l'inverse. Quoi qu'il en soit, même quand c'était lui qui conduisait, en général on prenait toujours le manche parce qu'il y avait un pupitre de chaque côté et il nous apprenait à freiner, à maîtriser le train. Certaines fois, quand on montait des wagons courts,
Par exemple, on s'amusait à... Donc le train il roulait, donc il faut s'imaginer que le faisceau il fait 800 mètres. Hein. Il est aussi long que le faisceau formation, le faisceau attente au départ. Donc il faut du temps avant d'arriver au bout. Quand le train avait pris de l'élan, on le décrochait, les wagons continuaient de rouler tout seuls et on freinait de façon à ce qu'ils se raccrochent automatiquement avec le BSI sans qu'il y ait de choc. On jouait, c'était pas réglementaire non plus, c'était du chemin de fer. Ça, on apprenait quand même comme ça à... on apprenait comme ça le métier. Donc voilà pour le F4. Voilà, donc là je pense qu'on a fait le tour du F4 avec ce qu'il est, son rôle quoi, principal. Alors il faut savoir quand même malgré tout que le F4 il peut intervenir n'importe où dans le triage. Si par exemple au faisceau attente au départ on se rend compte qu'il y a un wagon qui est cassé et qu'il y a une manœuvre à faire, c'est lui qui va y aller. Il interviendra de partout, y compris de l'autre côté. Le F4 il vient aussi à l'embranchement de la raffinerie, ici, donc en traversant un passage à niveau de la route du triage. Il va venir à la raffinerie chercher des wagons. Donc il y a un grand embranchement à la raffinerie. Il va venir chercher les wagons pour venir les mettre sur ce faisceau d'échange de la raffinerie qui comprend 7 voies. Voilà. C'est de ce faisceau de la raffinerie, on peut faire sortir des trains soit en direction du sud, soit en direction du nord. Pour en revenir à ce métier d'atteleur, à l'intérieur du postu, il y avait une grande armoire chauffante aussi. Donc en fait l'armoire chauffante, faut s'imaginer une grande armoire avec une grille en dessous. C'est électrique, ça chauffe. En fait, ça arrivait que au premier train, on prend la pluie. Parce que c'est l'orage, qu'il y ait de l'orage, qu'il y ait de la grêle, qu'il y ait de la tempête. Quand le chef dit qu'il faut aller atteler, il faut aller atteler parce qu'il y a un délai à respecter, on est obligé d'y aller. Quel que soit le temps qu'il faut y aller. Quand on revient, on est trempé. Donc les gants en cuir, c'est de la charpille. Et il va falloir qu'ils continuent de faire la semaine. On les met à chauffer dans l'armoire chauffante. Après, ils sont durs comme du carton. On met les chaussures qui sont trempées, on met les vêtements en attendant de repartir pour le prochain train. L'été, quand il fait chaud, c'est pas mieux. Imaginez la taille du triage, chauffé à blanc par le soleil, au milieu des wagons. C'est intenable. On se retrouve torse nu à se promener au milieu du triage et à atteler les wagons, à se mettre de la graisse de partout parce que quand on n'a pas bien l'habitude, on se baisse pas suffisamment, alors on a le dos qui frotte sur les tampons. Les tampons sont pleins de graisse. Ça c'est le travail de l'attelage. À une certaine époque, l'atteleur il apprenait à atteler les wagons à la volée. Cette pratique a après été interdite, mais les anciens continuaient de la pratiquer. C'est-à-dire que les wagons ils descendent de la bosse et l'atteleur forcément entre deux trains il se promène dans le triage. Quand on voit un wagon arriver et qui va taper sur un autre wagon, l'atteleur se met dans l'attelage, il tient dans l'attelage dans ses mains et se prépare à accrocher au moment où le wagon vient taper. Ça s'appelle atteler à la volée. Donc en général on faisait beaucoup de coupes comme ça et ça a évité qu'après quand on partait à l'attelage et quand on sortait pour aller atteler une voie, il y avait une partie du boulot qui était déjà fait. Les wagons étaient attelés. Évidemment c'est extrêmement risqué. Donc ça s'apprenait.
Le risque c'est quoi? Quand on est dans l'attelage et que le wagon vient taper, bon, il faut évaluer la vitesse qu'il arrive. Si vraiment on voit qu'il arrive trop vite et que ça va vraiment faire un gros choc, bon, on le fait pas. S'il arrive à une vitesse suffisante pour qu'on puisse le faire, on va le faire. Le risque c'est que les deux wagons au moment du choc ils vont reculer et l'atteleur il passe dessous et qu'on se fasse couper. Donc il faut bien rester au milieu du train de façon à pas être pris par une roue d'un wagon, et on tient l'attelage. On tient l'attelage du wagon receveur. Donc ici par exemple on tient l'attelage de ce wagon vert et on le tient fermement, on le lâche pas. Dans le cas où le wagon jaune il vient choquer, qu'on n'ait pas le temps de passer l'attelage, le wagon vert va reculer, on reculera avec lui. Jamais en aucun cas l'atteleur il lâche l'attelage. Il le garde avec lui, comme ça il sera traîné par l'autre wagon, par le wagon vert, et il n'aura pas de risque de passer dessous. Voilà. Même si ça passe, il aura moins de chance d'avoir une jambe coupée sous une roue. Ça c'est la réalité du travail d'atteleur. Quand il y a eu vraiment des pluies fortes, la grêle, etc., il arrive que on s'abrite sous un wagon. C'est encore une chose complètement interdite, mais il y a le règlement, les choses qu'on devait faire, pas faire, et puis il y a ce qui se faisait, parce que des fois il y en a qui jouaient, voilà. Donc ça c'est des anecdotes, on va dire, de l'attelage. À savoir que on n'est jamais à l'abri des wagons qui descendent, que quand on intervient sur une rame pour accrocher un wagon, rien n'empêche qu'il y ait un autre coupon qui arrive à ce moment-là à une vitesse plus élevée en même temps sur la même voie et qu'on n'ait pas vu. Au moment où le premier wagon tape, les autres vont venir taper également dedans. Donc normalement un atteleur il n'a pas à intervenir dans un convoi tant qu'il n'a pas eu l'assurance de la protection sur cette voie et que les wagons ne sont pas immobilisés. Donc s'il le fait, c'est assez risqué et périlleux.